Jérémy Cléda, fondateur de Jukebox, qui regroupe donc les sites Welcome to the Jungle, Show Must Go On, Born to Be Wild. Donc pour commencer, je sais que les startups sur Welcome to the Jungle se présentent comme des tribus. Donc Jérémy, est-ce que tu pourrais nous présenter la tribu Jukebox et un peu ton parcours? Ouais, avec plaisir. Bonsoir. Attends, ça marche bien. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Jérémy. Ouais, j'ai fondé Welcome to the Jungle il y a 2 ans avec mon meilleur ami qui s'appelle Bertrand. L'idée de départ, la tribu, elle s'est constituée au début à 2, donc on n'était pas très nombreux. Et l'idée de départ, elle était assez simple. Nous, on partait du principe que sur Internet, vous pouviez trouver le resto de vos rêves à l'étranger, votre futur appart et même votre futur nana ou votre futur mec avec les meilleures applis, les meilleurs sites du monde. Et quand il s'agissait de trouver un job qui était peut-être un des sujets les plus importants de notre vie maintenant, ben vous aviez que des trucs merdiques. Et alors on s'est dit pourquoi, et on a eu envie de réinventer un peu cette expérience et d'essayer d'offrir la meilleure expérience candidat possible. Et nous on pensait que cette expérience ça pourrait être par le contenu. Voilà, et c'est comme ça qu'on a créé Welcome to the Jungle au tout début, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et du coup, pour vos premiers clients, comment tu as pu aller les démarcher, les convaincre que la marque employeur, donc le contenu qu'il y avait sur Welcome to the Jungle était vraiment clé pour le recrutement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts, dans ton approche commerciale et tes relations avec tes premiers clients? Alors approche commerciale, c'est un bien grand mot pour pour nos débuts. Je sais pas si vous savez ce qu'on fait. Enfin, je sais pas si. Non, très bien. Ça a le mérite d'être super clair. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, on est une plateforme sur l'emploi. Notre démarche, en fait, c'est d'essayer d'apporter aux candidats le plus de contenu enrichi possible sur chaque entreprise, pour que vraiment, en fait, à chaque fois que vous découvrez une entreprise, vous puissiez rentrer un peu en immersion dans la boîte, parce qu'en fait, pour chaque boîte, on fait un tournage, on va chez eux, on fait des photos, du contenu vidéo, des interviews vidéo de collaborateurs, des vidéos sur la culture d'entreprise. On met à disposition des stats comme la parité homme-femme, typiquement dans des boîtes tech, ça peut être un sujet, l'âge moyen, le nombre de personnes, enfin tout ce qui permet vraiment de vous dire, bah tiens, cette boîte, est-ce que je m'y verrais, est-ce que je m'y verrais pas, ça correspond à mes aspirations professionnelles ou pas. Voilà, donc nous c'est vraiment ça notre approche, plutôt que d'avoir juste un job board, vous savez, vous avez des milliers d'annonces qui d'ailleurs vous disent pas grand-chose sur le pourquoi du comment, et vous faites un filtre, je sais pas moi, vous voulez faire du marketing à Paris, vous postulez à 40 annonces et vous savez pas trop ce qui se passe. Nous l'idée vraiment c'est d'apporter d'avoir une approche super quali sur cette démarche-là, et ensuite d'inciter les gens à postuler à vraiment ce qui leur correspond. Voilà. Et donc la question c'était l'approche commerciale. Ouais. Nous très concrètement, quand on a lancé le site en janvier 2015, avec Bertrand, on était 2 profils pas tech. Donc déjà rien que de lancer c'était un défi en soi. Donc pour la petite histoire, nous avait recommandé un freelance qui habitait à Nantes, qu'on n'a jamais rencontré de notre vie, puisque en plus lui il voulait faire des Skype mais sans la vidéo. Donc je ne l'ai même jamais vu de ma vie. Donc on a lancé un site avec un mec qui s'appelait juste Jean-Louis, et voilà, c'est resté Jean-Louis quoi. On l'imaginait tout nu chez lui en train de coder, et c'est ce qui d'ailleurs reste toujours possible. Et donc on a lancé en janvier 2015 avec 10 boîtes qu'on connaissait, moi que je connaissais de ma vie d'avant, parce que avant, je bossais en capital risque, et donc du coup, c'était des boîtes avec qui j'avais préalablement bossé. Donc, on était vraiment au degré 0 du site. Il y a 10 boîtes et 30 offres qui se battaient en duel. Et après, on a une démarche commerciale que je qualifierais de super classique et super râlez pas crête, parce que on trouvait des boîtes qui nous semblaient intéressantes. On essayait de trouver les numéros de téléphone des mecs, mais par tous les moyens. On les harcelait concrètement pour les voir. On a même fait du porte-à-porte, puisque par exemple au début, en fait, on s'était focalisé sur le web et la tech comme industrie. Donc on cherchait toutes les startups qui recrutaient à Paris. Et donc par exemple à Paris, rue du Sentier, vous avez une startup à tous les numéros, pratiquement.
Et je me souviens, en mars 2015, on a sonné à tous les numéros. Donc c'était ridicule, hein, parce j'avais un PowerPoint, je me souviens, en plus j'ai un talent extrêmement limité sur ce sujet, avec marqué, voilà, on est Welcome to the Jungle, on fait ça. Vous êtes qui déjà, parce que le nom est pas si facile à prononcer avec mon accent. Et voilà, et il y avait une boîte sur 4 qui trouvait ça sympa, et qui nous disait pourquoi pas, on veut bien tester. Au début, on offrait le service. Voilà, et donc on a commencé un peu comme ça, un peu à l'arrache. Et la seule méthode en fait après qui a pas mal fonctionné, qu'on fait plus aujourd'hui maintenant avec le volume, mais qui nous a beaucoup aidé au début, c'est qu'en fait on offrait le service et à chaque personne, et à chaque nous, la plupart de nos clients étaient des entrepreneurs au début, et on leur disait ok, on t'offre le service, mais par contre tu nous recommandes auprès de 2-3 de tes amis. Voilà, parce que comme c'est un tout petit secteur. En fait, ils ont toujours 2 potes qui ont monté leur boîte ou qui connaissent par des cercles pro. Et donc, à chaque fois, en fait, on a construit la plateforme et au bout de 6 mois, on avait 50-60 boîtes qui étaient sur le site. Alors nous, ce qui nous paraissait un truc énorme, à l'époque, quand on avait 2 tournages par semaine, c'était limite si on n'ouvrait pas le champagne enfin d'ailleurs, on n'avait pas de champagne, pas du tout. Et voilà. Et en fait, ça a commencé comme ça jusqu'en. Après, on a eu un moment un peu décisif nous dans l'histoire de la boîte. C'est en juin, en fait, on a mis en ligne en 2 semaines 3 boîtes qui comptaient pas mal. On a mis Criteo, Blablacar et My Little Paris en ligne sur le site. Donc, qui étaient 3 boîtes un peu emblématiques du secteur sur lequel on travaillait et qui a pas d'un coup, alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'était une coïncidence, mais je pense pas. Et tout d'un coup, on a eu pour la première fois des appels entrants, donc des boîtes qui nous appelaient pour savoir s'ils pouvaient être sur le site. Bon, ça c'était c'était le miracle, quoi. Ça n'était jamais arrivé avant. Et voilà. Et puis aussi côté candidat, ça commençait un peu à monter parce que ces boîtes-là, elles attirent aussi intrinsèquement des gens. Et après, les choses se sont pas mal accélérées. Aujourd'hui, on a 800 clients. Voilà. Super, félicitations. Et non, mais t'as raison, vaut mieux être clair. Et non, j'avais une petite question. Il y a aussi Welcome Kit que vous avez créé à côté, qui est plutôt une plateforme SaaS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et à la fois sur le produit, sur les fonctionnalités que vous proposez et sur le pricing de cette solution? Oui, tout à fait. En fait, en discutant avec pas mal de nos clients, surtout quand on avait à partir de 200-300 clients, on s'est aperçu que beaucoup, en fait, n'avaient rien pour gérer leur candidature. Donc en fait, il faut un peu imaginer du coup de l'autre côté. Donc vous avez des recruteurs qui sont souvent des opérationnels, donc ils ont un taf, et à côté ils doivent faire le recrutement, et d'un coup ils doivent recruter je sais pas qui, et ils se reçoivent 300-400 CV dans leur boîte mail. Et donc là, du coup, l'enfer commence. Donc, quand je le refuse, il faut que je lui envoie un mail, il faut que je le sauvegarde, machin. Enfin, bref, le bordel, vous l'imaginez bien. Et après, il y a un candidat intéressant. Donc, je forward la candidature à un tel qui me répond, ouais, pas mal. Programme-moi un entretien. Donc, on refait. Bref, donc, tout ça marche très mal. Et donc il y avait quelques logiciels qui existent aujourd'hui qui sont des sortes de CRM pour le recrutement qu'utilisent des recruteurs. Et nous en fait on trouvait que la plupart de nos clients n'avaient pas ce genre d'outils. Donc au début on devait offrir ce genre de service un peu light en tant que back-office juste de notre site. Et on s'est dit pourquoi pas considérablement et en faire un vrai service pour nos clients. Et voilà. Et Welcome Kit, c'est né de ça. Donc, dans le jargon du recrutement, ça s'appelle un ATS, c'est un Applicant Tracking System. C'est vraiment un CRM dédié au recrutement. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on utilisait tous les jours un outil qu'on trouvait à la fois très cool et très pratique, qui était Trello, que peut-être vous utilisez, j'imagine. Et du coup, on a recréé un Trello, mais adapté au recrutement, avec la même logique. De toute façon, je pense que si vous utilisez Trello, vous l'imaginez bien. Vos candidats arrivent dans une colonne new, et après, vous pouvez les trier en fonction de l'évolution de votre parcours. Voilà. Et ça, c'était un enjeu qui était critique pour nous. Déjà parce que au début de la boîte, assez vite on a recruté un CTO dans l'équipe et puis d'autres personnes, et que au bout d'un moment, faire un média en ligne ou un site sur l'emploi, ça les excitait moyennement, et donc du coup ils avaient envie d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et ce qu'on a fait ici, parce que là les challenges techniques sont beaucoup plus poussés, ne serait-ce qu'une question de montée en charge. Et puis surtout en fait c'était un vrai besoin client.
Voilà, donc après c'est la logique elle est très simple, hein, c'est une plateforme en SaaS que les clients peuvent utiliser de manière complètement autonome. Aujourd'hui, je crois qu'on a 900 boîtes qui l'utilisent, une partie de nos clients, plus des gens aussi qui l'utilisent en standalone, voilà, pour leur site carrière ou autre. Petite question sur un autre enjeu clé du début de Welcome to the Jungle. Pour tout ce qui est acquisition de trafic, quelle était votre stratégie au départ? Quand vous avez commencé, vous n'étiez pas forcément connu et du coup vous avez dû démarcher, mais aussi pour les futurs candidats. Comment vous êtes allé les chercher et quelles sont les différentes stratégies que vous avez pu mener au tout début de Welcome to the Jungle? Au tout début, notre stratégie a été au niveau de la mer, quoi. On n'en avait pas. En fait, quand on a lancé le site, je sais pas si d'entre vous ont déjà lancé un nouveau produit, etc. Enfin, je me souviens, nous on a lancé le 16 janvier 2015. On a appuyé sur un bouton à 11h et quelques, et on appuie, et on se dit, putain, ça y est, c'est comme dans la vérité si je mens, quoi. Les mecs, ils appuient, et ça y est, ils vendent des chaussures partout dans le monde. Bah, toi, t'appuies, il se passe que dalle, quoi. Toi, c'est le calme plat, t'as trois visiteurs uniques, et toi, ton associé et ta mère, quoi, qui allait voir. Et Jean-Louis, non? Et voilà. Et Jean-Louis, non, toujours pas. Et Jean-Louis, en fait, non, parce que Jean-Louis est très pro, donc Jean-Louis enlevait son adresse IP du trafic pour pas polluer les stats. Donc ça, c'est ce que je trouve d'ailleurs assez intelligent. Et voilà. Et donc en fait, et vous savez, le lendemain, vous arrivez, votre truc est en ligne. Donc c'est grosse improvement par rapport à la veille. Mais d'ailleurs, personne vous appelle non plus. Donc voilà. Et puis après, vous vous rendez compte que tout ça va être un peu long, mais ça marche. Et après, le trafic, en fait, nous, on a 3 grands axes, à mon avis, d'acquisition de trafic. Le premier, c'est le contenu. Nous, on a la chance de faire énormément de contenu. Je crois qu'en 2016, on a mis 1500 vidéos sur YouTube. Voilà, qui sont des interviews de personnes, des vidéos de culture de boîte, etc. Qu'on a toutes produites nous-mêmes. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de taf. Pour chaque boîte, on a du contenu éditorial, on a des photos, on a des vidéos. Enfin bref, tout ça joue pas mal et nous aide à être très correctement référencé sur Google, ce qui est clairement notre stratégie numéro 1. Typiquement, pour la plupart des boîtes avec qui on bosse, normalement aujourd'hui, quand elles sont depuis quelques semaines sur le site, quand vous tapez le nom de la boîte plus recrutement ou jobs, on est dans le top 3 des links Google, quasi systématiquement. Donc ça, c'est un gros enjeu pour nous. Le second, c'est les réseaux sociaux. Notre audience, nous, ce qu'on vise, c'est les 20-35 ans. Voilà, c'est des candidats plutôt très qualifiés qui sont en recherche d'emploi. Alors ça peut être un stage, ça peut être un premier job ou un second, etc. Et donc ça, c'est un axe hyper quali pour nous, surtout Facebook et LinkedIn, sur lequel d'ailleurs on n'est pas encore des experts, mais on se forme tous les jours. Et après, le troisième axe, qui est un axe qui est plus difficile à appréhender et à définir, mais on a aussi beaucoup grandi par des partenariats. Des exemples concrets, par exemple, tous les ans, on fait une sélection de boîtes dans lesquelles bosser avec Merci Alfred. Vous savez, qui est le pendant masculin de My Little Paris. On a fait des trucs avec My Little Paris ou avec d'autres médias. Et du coup, c'était intéressant de s'associer à des marques qui ont une audience un poil plus grande que la nôtre et qui nous permettent un peu de rayonner sur une thématique particulière que eux traitent pas forcément, mais que nous on traite bien. Et donc du coup, on peut leur apporter ce genre de contenu. Du coup, une de vos forces, c'est le contenu. Est-ce que dans le cadre de votre croissance qui est de plus en plus forte, est-ce que c'est pas aussi devenu une certaine forme de frein? Est-ce que vous avez pas eu rencontré des freins dans votre croissance et quels sont les différents problèmes de scalabilité que vous avez pu rencontrer par le passé? Ouais, alors nous, la scalabilité, c'est un mot qui est un peu complexe chez nous, parce qu'on n'est pas une boîte pure tech, donc on n'a pas un produit et puis d'un coup, si demain 1000 boîtes nous appellent, on peut en traiter 20 quoi, dans l'immédiat. Enfin, c'est très très compliqué pour nous de le faire. Déjà, on est une boîte où la moitié de notre équipe en fait est dédiée au contenu, à la création de contenu. On est une 30aine aujourd'hui, et donc en fait, il fallait croître très vite l'équipe pour faire marcher ça. Nous, ce qui est délicat en fait dans la croissance, c'est que en fait tout doit être bien équilibré. Il faut avoir une équipe business pour vendre. Quand vous vendez beaucoup, faut avoir l'équipe de prod pour faire tout le contenu. Et il faut que le site tienne.
Et ensuite, plus t'as de clients, plus il faut que le produit aussi évolue. Donc tout ça a été toujours un peu compliqué. Et en fait, à chaque fois quand vous évoluez, il y a deux trucs qui se passent. Le premier, c'est que les process que vous avez mis en place, enfin les process, le début de process que vous avez mis en place tombe, tout se casse la gueule à peu près toutes les 7-8 personnes. Donc nous, ça fait 30, donc ça fait déjà 4 fois, je dirais, à peu près. Et surtout, en fait, vous devez faire grandir chaque pôle d'expertise de manière à peu près homogène. Parce que quand vous si vous vendez trop, derrière ça suit plus. Si vous allez trop vite ou si le produit n'est pas assez bon, typiquement pour la montée en charge qui nous a été un sujet par exemple à un moment, ça marche pas. Voilà. Et le contenu, clairement, c'est un vrai sujet. Nous aujourd'hui, on fait entre 20 et 25 tournages par semaine dans des boîtes, donc ce qui est assez intense. Mais là, typiquement, par exemple, on a une taille d'équipe où on pourrait pas faire plus, et du coup, à chaque fois, il faut recruter pour le faire, parce que nous, en fait, on a une politique où on fait tout en interne, et donc du coup, en fait, on peut pas non plus scaler ça à l'infini. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi notre deuxième métier, qui est notre produit SaaS, parce que ça, c'est un produit en fait où vous avez moins de sujets, et là, pour la peine, si demain on avait des milliers de clients, allez, rêvons, qui veulent utiliser la plateforme, à part un sujet de montée en charge éventuelle et puis de répondre au support, qui est un truc d'ailleurs qu'on néglige toujours, mais qui est réel, on pourrait le faire, quoi. Ok, très clair. Autre question. Autre question. Vous êtes parti de Welcome to Jungle, après il y a eu Show Must Go On, et après Born to Be Wild. Ouais, première question, comment vous trouvez vos noms? Quelle est la recette magique? Deuxième question, est-ce que la stratégie de diversifier ces noms, est-ce que tu pourrais nous expliquer les raisons de cette stratégie, donc de diversifier les noms et de s'adresser à des secteurs particuliers à chaque fois? Ouais, on est assez chaud sur les noms globalement, hein, c'est notre grand truc. On s'est appelé Welcome to Jungle à la base pour plein de raisons. En fait, on est beaucoup itéré sur le nom au début. Je crois qu'on a fait pas mal de variantes. Et en fait, on est dans un secteur où les noms sont assez chiants. Enfin, c'est soit job, soit carrière quelque chose. Enfin bref, tout tourne autour de ça. Donc on voulait autre chose. Et en fait, assez vite, on s'est posé la question de quel est le premier mot que vous voulez entendre quand vous rejoignez une boîte. Nous, l'idée, c'est quand même que vous intégrez une boîte un jour ou l'autre, quoi. Et c'était bienvenu. Donc on a tourné autour de Welcome. Au début, c'était Welcome Jobs. On trouvait ça toujours pas terrible. Et en fait, on avait fait un blog qui s'appelait Welcome to Jungle. Et mon associé Bertrand trouvait ça beaucoup mieux. Et puis nos clients même trouvaient ça beaucoup mieux. Ce qui était pour moi pas forcément gagné d'avance. Donc c'est un peu orienté là-dedans. Et en plus, on aimait bien le discours que ça avait derrière. Parce que nous, notre discours, c'est de dire que l'emploi, c'est quand même un peu la jungle. Mais c'est pas parce que c'est la jungle qu'on va pas y arriver. Donc du coup, nous, on vous donne les armes pour réussir. Voilà, l'idée, c'était un peu ça. Alors, je sais pas, quand je dis ça comme ça fait un peu capillotracté, mais c'était ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a développé la boîte, Welcome to Jungle, c'était vraiment concentré sur le web et la tech. Toutes les boîtes qu'on avait, et on essayait d'avoir vraiment ce focus là-dessus. Et puis au bout d'un moment, on avait pas mal de boîtes qui nous intéressaient dans notre secteur, qui était la mode et le luxe, qui a pas grand-chose à voir, qui est un peu différent. Et donc on s'est dit, tiens, on va recréer la même chose. On croyait vraiment à l'approche sectorielle, parce que quand vous êtes, vous êtes dev, l'article sur la personne qui fait du merchandising chez Vuitton, c'est pas forcément le truc que vous avez envie de lire le soir, j'imagine, et vice versa. Donc on a voulu créer ça, et c'est comme ça qu'en fait qu'on a réfléchi à un autre nom, et Show Must Go On, on trouvait que ça collait bien à ce secteur-là. Nous, le cahier des charges est très précis, on voulait un nom de musique de rock en 4 lettres, avec éventuellement les mots en extrémité qui marchaient plus fort que les mots à l'intérieur. Je vous ai perdu, c'est normal. Voilà. Et enfin bref, on est parti dans un délire assez total. Et quelques mois après, on voulait lancer une autre verticale qui était le conseil, la finance et l'audit, qui est un autre secteur en plus sur lequel on avait beaucoup de demandes et qu'on a traité. Et on s'est dit, moi par exemple qui fais 7 ans de finance, je me suis dit que Born to be Wild, ça résumait bien les gens qui bossaient en finance. Voilà. Et souvent je m'arrête à ça sur le pourquoi, sur son nom-là. Et on a lancé ça. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, on revient un peu sur cette décision parce que, in fine, en fait, la multiplicité des noms n'apporte pas grand-chose ni à la marque ni aux candidats, parce qu'en fait, tout le monde nous connaît par Welcome to Jungle.
c'est cette marque-là en fait qu'on a construite et que la plupart des gens connaissent. Et en fait, quand vous offrez le même produit, exactement le même produit, juste quand votre client potentiellement est une industrie différente, en fait, ça vaut pas forcément le coup de changer de nom. Donc d'ailleurs aujourd'hui, enfin dans quelques semaines, on va tout regrouper sous une bannière Welcome to Jungle. Ok, un autre plan de diversification pour vous, c'est l'international. Comment déjà, est-ce que tu penses qu'il y a des barrières au développement sur le secteur du recrutement, notamment des diversités culturelles entre les différents pays et comment tu vois ton plan pour faire connaître Welcome to Jungle à l'étranger, sur d'autres marchés qui sont peut-être différents de celui du marché français? C'est une bonne question. Est-ce qu'on se la pose en ce moment? Je pense que nous, on est dans un secteur qui est un peu particulier. L'emploi, c'est un secteur un peu particulier. De toute façon, pour l'étranger, vous avez toujours à vous soucier de la dimension culturelle. Nous, elle est particulièrement en faute sur notre secteur. Typiquement, vous pouvez pas appréhender pareil l'Allemagne qui a une situation de plein emploi, la France qui a une situation intermédiaire et l'Espagne qui a une situation où le chômage est assez important. Donc d'ailleurs même nous, notre produit qui prône un peu d'une certaine manière un rééquilibrage de la relation entre le candidat et le recruteur, c'est un peu ce qu'on vend sur notre site. Voilà, cette approche-là, elle est plus ou moins pertinente en fonction de la situation de marché. Donc après, ceci étant dit, nous on pense que l'emploi c'est un sujet qui est universel, donc nous on se dit que tous les pays devraient bénéficier de Welcome to the Jungle, donc allons-y gaiement. Et voilà, donc nous cette année clairement c'est un sujet important pour nous, ce qu'on aimerait ouvrir un premier pays. Pourquoi? Parce que nous les 2/3 de nos clients ont au moins un bureau à l'étranger. Donc en fait, assez naturellement, ils nous posent la question de est-ce que vous allez ouvrir un nouveau pays, est-ce que vous pourrez nous accompagner là-dessus? Et beaucoup de candidats qui sont chez nous. On avait fait un sondage, je crois, il y a à peu près un an sur plein de choses, et notamment est-ce que vous êtes intéressé par un job à l'étranger? Et près d'un tiers nous avait dit oui. Donc du coup, il y a un vrai besoin. Et là, par exemple, on a une grande phase de questionnement sur où commencer, parce que c'est un peu la question à $1 million, quoi. Par où vous commencez? Et nous, là, on aimerait bien ouvrir Barcelone, qui est une ville, nous on raisonne plus par ville que par pays pour ce qu'on fait, voilà, mais qui est une ville intéressante pour nous parce que on commence toujours par l'écosystème plutôt web et tech, voilà, qui est intéressant là-bas. Nous on a déjà une 30aine de boîtes avec qui on bosse qui sont là-bas, donc ça va être on va essayer de commencer par ça. Nous c'est un peu complexe, je pense, par rapport à d'autres boîtes, parce qu'en fait on a un métier assez local et on a un métier très humain. Donc quand on ouvre, il faut une équipe sur place, enfin il faut un country manager, il faut des gens pour la prod, pour faire du contenu, pour aller faire les tournages. Donc voilà, donc là on est un peu dans la phase de trouver les bonnes personnes et ensuite de voir comment on peut ouvrir. Du coup, là, l'Espagne, c'est pour cette année. C'est en cours. J'aimerais bien, ouais. Ouais, okay. J'aimerais bien. Si on peut ouvrir d'ici la fin de l'année, ça serait. Je me mets la pression tout seul là, en me disant ça. Ouais, idéalement, ça serait bien. Après l'ouverture internationale, moi j'ai connu ça après par d'autres boîtes que j'accompagnais avant. C'est avant tout une question d'homme en fait. C'est ou de femme, hein. Mais avant tout, c'est trouver la bonne personne en fait qui va pouvoir porter votre projet à l'étranger. Quand vous êtes une jeune boîte et que vous faites ça, il faut même pas d'ailleurs quasi, il vous faut quelqu'un qui a une dimension un peu entrepreneuriale et qui va être votre country manager localement et qui va porter le projet, qui va porter votre culture de boîte. Et donc ça, c'est des gens qui se trouvent pas forcément hyper rapidement. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse quelqu'un, nous cherchons un country manager pour l'Espagne qui parle catalan, idéalement. Voilà, vous pouvez connecter sur Welcome to Jungle. Ouais, ou juste après les questions. Pardon? Tout à fait. On est sur le site fièrement avec nos petites vidéos, voilà, que d'ailleurs je suis incapable de regarder la mienne, ça m'insupporte, mais ouais, on a quelques posts ouverts en ce moment. C'est donc ouvert. Autre question sur le marché. Autre question sur le marché. C'est un marché qui est énorme de par sa taille, où il y a beaucoup de concurrents. Facebook a annoncé en février qu'ils allaient lancer le produit Facebook Jobs. Comment vous vous différenciez par rapport à ces concurrents? Comment vous appréhendez cette menace ou non que représente Facebook? Et voilà,
quelles sont toi les forces de Welcome to Jungle par rapport à tous ces concurrents? Il y a aussi Glassdoor qui joue la carte de la transparence entre employeurs employés. Ouais, on n'est pas dans le secteur le moins concurrentiel du monde, hein, clairement. Peut-être même un des plus concurrentiels sur Internet. Je crois qu'en France, il y a 1200 sites d'emploi, rien qu'en France. Donc ça fait un poil de monde. Je pense que sur ce sujet, en tout cas nous c'est ce qu'on s'était dit quand on avait lancé notre boîte, on s'était dit deux trucs. Soit on se dit que toutes les boîtes qui sont dans l'emploi sont nos concurrents, et donc là on peut se mettre sous notre couette et pleurer bien fort, parce que en face vous avez les sites classiques qui sont Monster, Cadre Emploi en France, Indeed, qui sont des monstres absolus, et surtout LinkedIn. Et Viadeo à l'époque pour avoir un petit côté franchouillard, et donc l'histoire paraît complètement débile, et ensuite ou sinon il y a l'autre manière de se dire, c'est que nous en fait on a commencé par une niche, je pense, d'ailleurs on est toujours dessus, qui est dans notre jargon la marque employeur, donc qui est vraiment en fait l'idée de promouvoir la notoriété de l'entreprise par du contenu pour le faire connaître auprès des candidats. Donc nous c'est vraiment ce qu'on fait. Et je pense qu'aujourd'hui, notre grande différence, en fait, c'est d'essayer d'apporter une démarche beaucoup plus qualitative dans la recherche d'emploi et dans la rencontre entre les deux parties par le contenu. Et ce qui, je pense, est devenu notre valeur un peu différenciante. Et pourquoi? Parce que déjà, en fait, nous, notre force, ça a été d'industrialiser quelque chose qui n'était pas avant. Avant, quand vous faisiez du contenu sur votre site carrière, par exemple, quand vous étiez une boîte, vous faisiez appel à une agence de com-RH ou une agence type Publicis ou autre, ça vous coûtait une blinde, ça mettait hyper longtemps, et puis vous avez 3 contenus qu'il fallait renouveler l'année prochaine, donc vous repayez une blinde et c'est compliqué. Donc nous on a essayé d'industrialiser complètement ça. Ça c'est quelque chose que je pense des sites classiques auront beaucoup de mal à faire, parce que ça veut dire monter une équipe, ça veut dire trouver un modèle économique derrière, et ce qui est très compliqué parce que leur modèle économique de base ne fonctionne pas comme ça. La plupart, par exemple, vous savez, vous payez pour mettre une annonce en ligne. Donc il y a pas de nous, par exemple, c'est un abonnement annuel qui comprend de la création de contenu, donc c'est conçu comme ça. Donc ça, je pense que c'est une grande différence. Et puis après, pour revenir sur les acteurs, il y a Facebook cette année qui vont lancer Facebook Jobs, là, qui est en test aux US, qui existait déjà un peu par une autre boîte française qui s'appelait Work4. C'était le même principe. T'as Google aussi qui lance Google Jobs, ce que je trouve un poil plus effrayant. Entre nous, mais voilà. Après, en fait, nous, alors je vais pas dire la phrase bateau, toute menace est une opportunité, parce que non, toute menace est une menace, point, quoi. Et là-dessus, après nous, je pense que notre différence, c'est que la cible de candidats qu'on vise est plutôt une cible assez qualifiée, et que moi j'ai tendance à dire que c'est des gens un peu qui ont le luxe d'avoir le choix. Donc c'est des gens qui peuvent se dire, tiens, je vais prendre le temps de regarder des boîtes qui m'intéressent, de postuler à celles qui m'intéressent. Il y a quand même beaucoup de gens. L'emploi, c'est trouver un job. Enfin, c'est un besoin alimentaire de base, et il faut que ça aille vite. Et je pense que la démarche, en tout cas nous, Facebook, on l'avait testé par le service existant. C'est une démarche qui est un peu différente. Et je pense que Google Jobs, ça sera pareil. Enfin, en tout cas, j'espère. Et voilà. Et après, de toute façon, nous, le marché de l'emploi, c'est un secteur qui est très large, qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et en fait, vous avez toujours la place pour des très grands acteurs et ensuite des acteurs de niche. Et moi, je pense qu'on fera partie de ces acteurs de niche. Voilà. Ok. J'aimerais aussi que tu nous racontes un peu l'histoire d'un autre produit que vous avez lancé en parallèle, qui est votre magazine qui sort tous les ans ou tous les trimestres, que tu me disais tout à l'heure. La petite question que j'ai, pour une boîte qui est 100% digitale, qu'est-ce qui a motivé ton choix d'aller sur du papier, et quelle est, selon toi, la grosse valeur ajoutée que ça vous apporte? Ouais, donc nous on fait du print depuis pratiquement le début, donc ça semble être une hérésie la plupart du temps. Pourquoi on l'a fait? Déjà économiquement c'est un non-sens absolu, parce que donc nous on fait un magazine papier, on vous en a apporté quelques-uns, vous pourrez voir à quoi ça ressemble, qui fait entre 100 et 120 pages, qu'on distribue trimestriellement dans les écoles, dans 90 écoles en France. C'est gratuit. Et grosso modo ça nous coûte une blinde, voilà, pour le topo. Pourquoi on l'a fait? C'est une super bonne question.
pour être très honnête, on l'a fait au début parce que moi, mon rêve, c'était de créer un magazine papier. Voilà, donc extrêmement mauvaise raison. Faire un truc juste parce que c'était votre désir d'enfant. Le second point qui est un peu plus sérieux, c'est ce qui était... On s'était dit avec Bertrand dès le début que nous, notre métier, c'était d'essayer de faire en sorte que cette recherche d'emploi elle soit qualitative et que les gens aient envie, en fait, de se dire, bah tiens, chercher un job, c'est pas forcément le calvaire et le truc relou que j'ai à faire le dimanche soir, quoi. Et on s'est dit que, enfin, ce qu'on disait au début, c'est que chercher un job en ligne, c'était assez merdique. Mais on s'est dit aussi que chercher un job dans un magazine, c'était assez merdique aussi. Le seul truc qui existait, c'était l'étudiant. Alors moi, par exemple, j'ai 32 ans, ça m'emmerde un peu d'aller acheter l'étudiant pour chercher du boulot, quoi. Ça fait malheureusement un peu longtemps que je le suis plus, et que surtout, en fait, le contenu qu'on nous proposait était toujours le même, était pas très quali, et puis c'est toujours les mêmes soirs, vous savez, c'était les 7 erreurs à pas faire sur votre CV, c'est toujours les mêmes boîtes qu'on met en avant, enfin bref, moi je trouvais ça assez chiant. Et donc on trouvait qu'il y avait aussi de la valeur à proposer un magazine de qualité, avec du contenu, fait un peu différemment. Bah, vous verrez, on attache énormément d'importance au design, à l'illustration de ce qu'on fait, à essayer de trouver des trucs intéressants. Donc dedans, il y a des conseils pour des chercheurs d'emploi, il y a des gens qui racontent leur job, mais de manière très concrète en fait, et pas de manière théorique. Il y a des articles sur des boîtes, il y a une sélection de boîtes dans lesquelles bosser qu'on trouve intéressante. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous ayez ce magazine et que ça vous donne envie de l'ouvrir et de regarder. Et nous après on pense aussi que c'est un bon élément aussi marketing à présenter. Nous, c'est un bon moyen de rentrer en contact avec des écoles qui sont un vivier important pour nous, pour notre audience, et aussi de montrer, parce que les boîtes, elles sont contentes aussi de s'insérer dans ce format. Du coup, c'est distribué uniquement en école ou non? C'est aussi disponible dans les différents points presse ou sur votre site? Alors celui-là, il est disponible qu'en école. Il est gratuit et on fait aussi un annuel qui est en vente. Lui qui est en vente parce qu'il y a un moment aussi où il faut survivre. Qui est en vente sur notre site et dans quelques librairies à Paris. Voilà. Et là, qui est beaucoup plus gros, qui fait 250 pages, je crois. Voilà. Okay. Je vous invite à l'acheter. 13,80 € TTC. Vous avez, je vais revenir sur un petit moment de votre actualité. Très récemment, en janvier, vous venez de lever 2 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient vos motivations pour lever ce montant, certainement pour accompagner vos projets de croissance, et aussi la façon que vous avez, la manière dont vous avez choisi les investisseurs. Est-ce qu'il y a des points importants sur lesquels tu as axé ta recherche? Comment s'est passée cette levée pour vous? Ouais, on a levé un peu d'argent fin d'année dernière, à un moment en fait où on avait une forte croissance et on était à un moment un peu clé de se dire est-ce qu'on continue à faire ce qu'on fait, et d'ailleurs en essayant de brider un peu la croissance. Parce que la croissance ça coûte cher. En fait, ça vous coûte beaucoup plus cher de croître que stagner. Ce qui est d'ailleurs assez contre-intuitif en soi. Ou alors vraiment de continuer ça, et ce qui veut dire investir pas mal dans les équipes, parce que nous on doit pas mal recruter après pour assurer la qualité de service. Et voilà. Et nous, notre envie c'était de continuer à faire ça parce que on pensait qu'on avait un bon produit, qu'on pouvait le développer, et notamment le développer en Europe. Et c'est pour ça qu'on a essayé de lever de l'argent. Nous, c'était un sujet qui était un peu atypique parce que moi c'était mon métier d'avant. Sauf que j'étais du bon côté, j'étais du côté de celui qui avait de l'argent. Voilà. Maintenant, j'étais du côté de celui qui n'en avait plus. Donc ça change pas mal les choses. Et en plus, nous, on avait une envie qui était un peu particulière. C'était qu'on voulait pas lever auprès de fonds d'investissement parce qu'on se sentait pas prêt. Parce qu'on pensait qu'on avait encore pas mal de choses à démontrer sur la qualité de notre produit. En plus, on lançait notre produit en SaaS dont on a parlé. Et en fait, on voulait montrer que c'était pertinent et que ça marchait. Et surtout, en fait, on voulait au début s'entourer de gens qui, en fait, n'avaient pas d'horizon de sortie. Donc, alors après, je sais pas si ça vous parle, mais vous savez, souvent quand vous levez, vous avez un pack d'actionnaires avec différentes personnes, et d'ailleurs, c'est un peu comme un contrat de mariage, hein, malheureusement. Vous commencez une belle histoire d'amour, mais en fait, dès le début, vous commencez à parler du divorce.
Donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà, et une des clauses un peu classiques, c'est de dire, bah, dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe si on est toujours actionnaire? Ben, on prévoit une sortie, soit en vendant la boîte, soit en trouvant quelqu'un d'autre qui rachète les parts, etc. Voilà. Et Bertrand et moi, en fait, on voulait pas de ce type de clause parce qu'on voulait que ce projet il puisse s'orienter dans une dimension long terme et aussi parce que bah, nous, on est dans un secteur qui est assez complexe, et on en parlait tout à l'heure, et qui, nous, c'était notre conviction, demande du temps. Voilà, pour faire une belle boîte et pour faire une grande boîte, on pensait que se dire que dans 4 ans, il fallait commencer à réfléchir à une stratégie de sortie pour X ou Y personnes et transformer en fait la boîte pour ça, c'était pas viable. Donc voilà, ça nous a emmené naturellement à aller chercher des investisseurs qui avaient une vision plus long terme. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a eu la chance de trouver 4 personnes, 4 business angels, donc qui étaient plutôt plus fortunés que la moyenne des business angels, je pense, mais c'était cool, et qu'on bien voulu investir. Donc en tout, on a eu 2 millions d'euros d'investissement avec ces 4 personnes pour soutenir le projet. Voilà. C'était ça un peu la logique qu'on a eue de développement. Du coup, tu raisonnes beaucoup à long terme. Je pense que tu as une vision du secteur des ressources humaines beaucoup plus aguerrie que la nôtre. Comment tu vois ton secteur évoluer sur les 5 prochaines années? Comment tu vois Welcome to the Jungle grandir et se positionner sur les 5 prochaines années? Et quelles sont, selon toi, les tendances qui sont intéressantes et qui émergent sur le secteur des ressources humaines et plus particulièrement du recrutement? Ils sont larges. Ouais, c'est une bonne question aussi. C'est assez compliqué de faire des plans sur la comète. Je pense qu'il y a des grandes tendances. En fait, il y a des très grandes tendances dans les RH qui se retrouvent sur plein d'autres secteurs. La première tendance, c'est clairement que c'est un secteur qui a complètement oublié la data depuis des années. Aujourd'hui, vous avez encore des recruteurs, par exemple, qui postent des annonces ou font des campagnes de recrutement en ligne et qui savent pas du tout mesurer le ROI de leurs actions. Donc typiquement, par exemple, on est de plus en plus dans une période où il y a des outils. En fait, typiquement, moi j'ai tendance à dire que le recrutement en ligne, c'est l'e-commerce d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, l'e-commerce, c'était niveau 0, et au fur et à mesure, des gens sont arrivés avec de l'expérience et cette logique de dire tiens, ton funnel de conversion e-commerce, on va l'optimiser, on va faire en sorte que ça se transforme mieux, les sites vont être optimisés, etc. Et le recrutement vient un peu cette période-là. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que typiquement, par exemple, un site carrière, ça se conçoit plus pareil, les campagnes de recrutement en ligne, ça se conçoit plus pareil. Et les outils qui vous servent à tout ça sont beaucoup plus performants. Ça, je pense que c'est la première grosse tendance. L'autre tendance, c'est alors là, qui est aussi assez généraliste, c'est que tous les jours, vous avez une nouvelle boîte qui se crée sur les RH, qui vous dit qu'il y a un nouvel algorithme génial pour faire matcher candidats et recruteurs. Alors ça, c'est le grand truc. Alors l'algorithmie, de toute façon, t'as l'impression que c'est un peu partout, quoi. Bon, finalement, c'est juste le gars qui renseigne son CV et qui dit je suis intéressé par la tech et Paris. Et du coup, il te push des annonces tech à Paris. Bon, c'est vraiment, c'est le truc quand vous mettiez quand vous rassemblez les croix sur le truc quand on était jeune, donc c'est pas encore terrible. Mais il y a pas mal de trucs qui se font et qui justement vont ça, et je pense que dans 5 ans ça sera beaucoup plus poussé. Et d'ailleurs nous c'est quelque chose qu'on regarde pas mal. Et après je pense que sur notre marché il y aura 2 grands axes qui se développeront. Il y aura un axe qui sera plus pour des candidats assez qualifiés. Donc du coup, la relation, elle sera plus côté candidat. Et donc je pense, enfin j'espère en tout cas, que ça ira vers de plus en plus de contenu, vers une expérience de très bonne qualité et des gens qui pourront choisir. Et d'un autre côté, un marché de l'emploi qui est beaucoup plus large, avec un bassin de candidats peut-être moins qualifiés. Typiquement, par exemple, Ikea qui va ouvrir un magasin qui a besoin de 700 personnes d'un coup dans un bassin. Et je pense que là, on verra de plus en plus de sites qui ont une audience beaucoup plus massive et qui peuvent recruter, faire des campagnes beaucoup plus larges et qui vont aider des boîtes typiquement à recruter des centaines, des milliers de personnes par an sous cette forme-là, et où l'idée, ce sera vraiment d'assister les recruteurs dans comment vous faites pour gérer des milliers et des milliers de candidatures dans un instant T. Donc ça va être du pré-screening, de la sélection, de la préqualification, vraiment tout ce qui peut aider un recruteur à sélectionner et qualifier des gens
en tout cas des profils, malheureusement c'est comme ça qu'ils disent, rapidement et efficacement. Super. Il y a un moment dans la soirée où les questions passent au public et là c'est à votre tour. Donc si vous avez des questions pour Jérémy, n'hésitez pas. Alex. Attends. Alors vous avez une image très start-up aujourd'hui. Quelle est votre stratégie pour ouvrir justement au plus grand nombre et notamment aux grands comptes type, j'ai cru voir Coca-Cola sur votre site ou Saint-Gobain. Est-ce que c'est une stratégie aussi de croissance pour vous et comment vous l'abordez? Ouais, aujourd'hui on a tout type d'entreprise sur le site. D'ailleurs, c'est toujours été notre vocation. En fait, au tout début, il fallait commencer par un axe. Et l'axe qui nous semblait le plus évident, parce qu'on faisait avant, c'était plutôt des startups web, parce que c'était l'univers qu'on connaissait, et puis de toute façon nos premiers clients étaient là-dedans. Mais après, nous, en fait, on est toujours parti du principe que notre métier, en fait, c'était d'avoir une vision exhaustive du marché de l'emploi. Et clairement, enfin, la réalité économique de notre pays, c'est qu'il y a, surtout en France, il y a des très grands comptes, et après il y a des boîtes de taille moyenne, et puis après des startups et PME, et d'ailleurs beaucoup de PME. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille avec tout type d'entreprise, ce qui est d'ailleurs un enjeu critique nous pour notre modèle, parce qu'en fait, pour vous dire comment on fonctionne, donc nous les sociétés payent un abonnement annuel pour être sur notre plateforme, on leur crée du contenu et ensuite elles peuvent diffuser autant d'annonces qu'elles le souhaitent. Et le prix varie en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà, donc pour les startups assez accessible, pour des grands comptes un peu moins. Et c'est l'équilibre de tout ça qui marche. Et en fait, ce qu'on essaye de faire aussi avec des plus grands comptes, c'est toujours d'essayer d'assurer la qualité de l'expérience côté candidat. Et donc c'est pour ça, par exemple, pour le web, on travaille avec plein de grands comptes, mais sur ce sujet-là. Donc typiquement, par exemple, on travaille avec Carrefour. Et sur le site, vous allez avoir l'équipe digitale de Carrefour. Sur Accor, vous allez avoir l'équipe digitale d'Accor, d'ailleurs qui est assez développée, etc. Et donc on a cette dimension-là. Sur d'autres verticales, par exemple dans la mode et le luxe, là on travaille avec LVMH. Là typiquement on a pas mal de boîtes et sur des métiers très variés parce que là la dimension est différente. Voilà. Excusez-moi, juste j'avais une question simplement. Du coup, là, vous travaillez qu'avec des boîtes parisiennes, en fait. Toutes les annonces qu'on peut trouver qui sont pas à Paris, c'est des boîtes parisiennes qui proposent des emplois pas à Paris, si j'ai bien suivi l'histoire de la production qui se fait qu'à Paris. Ouais, alors non, on a 30%, je crois maintenant, de nos boîtes qui sont pas à Paris. C'est un vrai enjeu logistique pour nous, mais du coup on envoie les gens, c'est des grands fans de train maintenant dans l'équipe de prod. Donc on se dit tous les lundis matins en réunion d'équipe en s'amusant que chez nous c'est un peu l'international, ils partent à Limoges, à Metz, un peu partout. C'est un vrai enjeu pour nous parce que c'est vrai qu'on s'est construit au début sur une audience très parisienne et sur un bassin de boîtes très parisienne, aussi parce que, très concrètement, par exemple, quand vous commencez dans le web, la plupart, ou voire la quasi-totalité des boîtes sont à Paris ou sinon, Levallois, Neuilly, etc. Donc c'est le cas. Et aujourd'hui, on essaye aussi d'ouvrir parce qu'il y a plein de candidats qui nous font la remarque. Et aussi, on a pas mal de boîtes. Il y a pas mal de boîtes top qui sont autre part. Ouais. Bonsoir. Vous disiez que le pricing évolue en fonction de la taille de l'entreprise. Du coup, j'avais deux questions. C'est quel est le critère pour justement faire varier ce pricing? Est-ce que c'est le nombre de salariés, le nombre de Ouais, c'est le nombre de salariés. Ouais. Ok. Et comment vous justifiez du coup que le prix soit différent? Parce qu'en termes de production, de coût, j'imagine que c'est assez similaire, peu importe la taille de l'entreprise. Oui et non. En fait, on fait plus de contenu pour une entreprise de taille plus importante. Pour une raison assez simple, par exemple, c'est que quand vous travaillez avec une start-up de 20-30 personnes, vous arrivez chez elle, en fait, vous pouvez faire des photos et par exemple 3 interviews vidéo de collaborateurs. Une équipe de 30, quand vous faites ça, vous pouvez réussir à capter un peu la culture de la boîte et ce qu'elle est. Quand vous travaillez avec Coca, qui a 15 000, je sais pas d'ailleurs combien ils en ont, mais en tout cas plusieurs milliers de collaborateurs en France, c'est difficile de résumer la boîte avec si peu de contenu. Donc typiquement pour des grandes entreprises, on fait beaucoup plus de contenu, on fait plus d'interviews de collaborateurs, on fait souvent une vidéo sur la culture d'entreprise, on fait plus de contenu pour essayer de capter ça, parce que nous, toute la difficulté en fait, c'est de réussir à représenter une boîte et une marque sur une page web. Donc qui est un défi en soi. Et donc on fait toujours plus de contenu, donc ce qui justifie la différence. Et ensuite souvent intuitivement, c'est ce qu'on s'était dit, et d'ailleurs concrètement c'est le cas, plus la taille est grande, plus elle a tendance à utiliser le service et plus elle a tendance à poster d'annonces.
Voilà, et c'est aussi un peu corrélé à ça, et dans les faits, c'est le cas. Alors le meilleur cas, c'est quand vous êtes une jeune start-up de 20 personnes et que vous avez une croissance de fou et que vous mettez 50 annonces. Alors là, je pense que sur l'emploi, on devient le produit le plus rentable de l'histoire. Et typiquement, il y a des boîtes pas mal de start-up qui peuvent recruter la moitié de leur équipe grâce à Welcome pour un coût qui est infiniment inférieur s'ils avaient pris des job boards plus des chasseurs de tête. Ça c'est clair. Mais in fine, voilà. Nous, l'idée aussi, c'est d'avoir un pricing qui est évolutif, parce que notre envie dès le début, déjà en fait, on voulait aussi avoir quelque chose que nous on aurait pu utiliser en tant que boîte. Et ça nous semblait cohérent. Et après, ce qu'on apprécie aussi, c'est le fait de pouvoir en fait grandir avec nos clients. C'est comme nous, c'est aussi capé sur le nombre de salariés. Il y a un petit côté vertueux qui est de dire, si on vous a aidé à recruter des gens, au fur et à mesure, peut-être que le pricing va évoluer et c'est positif. Merci. Je peux y aller ? Ok. Ouais, j'ai l'impression que tu commençais un peu à parler de ça, mais peut-être que ce que tu vends aussi à tes entreprises clientes, c'est le taux de conversion entre guillemets d'emploi sur ta plateforme. Enfin, parmi tous les gens qui viennent, qui regardent les offres d'emploi, tous ceux qui arrivent à se faire embaucher. Est-ce que ça fait partie des choses que tu vends à tes clients ? Nous, on vend pas du tout ça. Déjà pour une raison assez simple, c'est que c'est quelque chose qui est hyper dur à traquer. Typiquement, par exemple, nous là on travaille avec 800 boîtes. En fait, il faudrait une équipe à part entière pour appeler les boîtes et leur demander si on a 200 000 personnes sur la plateforme par mois. Et donc on a pas mal de candidats qui postulent. Donc en fait, ça serait hyper compliqué de le faire. On le fait un peu parce que notre outil de gestion permet aussi de suivre l'évolution des parcours de recrutement. Donc on le fait un peu, mais sinon c'est très compliqué. Et après, en plus, nous, notre valeur, elle est pas forcément là-dessus. D'ailleurs, on n'est pas rémunéré au placement comme un cabinet de chasse qui l'est. Et nous, notre métier, c'est vraiment en fait d'aider la boîte à gagner en autorité auprès des candidats. Et après, entre guillemets, nous, si en fait on a un canal de sourcing supplémentaire, et s'il y a des gens qui postulent, nous on le présente toujours comme enfin pas un dommage collatéral, mais un effet bénéfique en fait à ça. Notre sujet, c'est vraiment de les aider à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes en fait qui prend aussi notre service, parce que en fait, c'est le meilleur endroit pour showcaser un peu leur marque employeur. Il y a plein de boîtes, par exemple, qui renvoient vers Welcome to the Jungle, vers leur profil à partir de leur site carrière, parce que sur leur site corpo, par exemple, ils n'ont pas de page emploi, et donc ils renvoient là-dessus parce qu'ils savent que en fait, c'est une image de qualité et qui va pouvoir potentiellement séduire le candidat. Mais à terme, ça sera sûrement quelque chose qu'on va suivre, parce que c'est vrai que même pour nous, en fait, on a envie un peu de savoir ce qui se passe derrière. Donc, typiquement, dès qu'on a une entreprise au téléphone, on leur demande toujours comment ça se passe, s'ils ont des gens, et ce qui est d'ailleurs assez agréable, parce que quand on fait ça comme ça, vous avez toujours des bonnes surprises. Typiquement, on parlait avec Doctolib qui a recruté, je sais plus, 30 ou 40 personnes via Welcome. On a des boîtes comme Bureau Partagé qui ont recruté la moitié de leur équipe comme ça. Enfin, on a plein d'histoires qui sont assez cool et qui arrivent. Et après, c'est très difficile après de suivre ça. D'ailleurs, c'est un enjeu de notre outil de gestion. C'est aussi pour ça qu'on souhaitait le développer à fond, pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passait derrière. Bonsoir. Justement, par rapport à ça, quelle est votre principale source par rapport au trafic de candidats? D'où viennent les gens? C'est plutôt du bouche à oreille ou SEO, comme tu en as parlé avant, ou réseaux sociaux? Comment ils vous connaissent? Alors, de mémoire, je crois que 55% de notre trafic il vient du bouche à oreille et de Google. Pas mal de gens qui tapent Welcome to the Jungle. Donc ça, ce qui est plutôt cool. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur la marque, hein, c'est ce qu'on essaye de faire. Après, on a un tiers de notre trafic qui vient de Facebook. Je réfléchis, je somme là, donc on est à 88%, si tout va bien. Voilà. Et le solde, c'est un peu de LinkedIn, un peu de Twitter, enfin Twitter de moins en moins d'ailleurs. Le magazine. Et le magazine, c'est la marque, hein, clairement. Et voilà. Grosso modo, c'est ça. Et puis après, le solde, il varie avec des opérations de com qu'on a pu faire dans le mois et qui sont plus sporadiques. Nous, on travaille énormément sur le sujet marque, en fait. Voilà, c'est assez clé pour nous. Et Facebook. Salut.
coup, je voulais savoir, parce que c'est vrai que ça fait que 2 ans, du coup, vous êtes sur le marché, mais est-ce qu'il y a eu de l'attrition clientèle un peu? Qu'est-ce que vous avez fait avec vos clients perdus? Comment vous faites face à ça, à cette éventualité? Ouais, le churn, c'est un sujet critique. Nous, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a perdu que 8 clients depuis le début. Donc, ce qui est, je dis ça, je suis assez fier de cette stat, sur lequel d'ailleurs on communique pas beaucoup. Ce qui est plutôt cool. En fait, d'ailleurs nous quand on la chance et la malchance qu'on a, c'est qu'on perd très peu de nos clients. En plus, on a un modèle en fait qui est dans la pérennité. C'est pour ça qu'on a fait un système d'abonnement. Et ensuite, on a perdu certains clients un peu par défaut, parce que nous aussi, la plupart de nos clients sont dans une industrie qui est un peu complexe, qui est la start-up. Et donc, typiquement, on avait comme clients des marques que vous connaissez, qui sont Take It Easy, Save, Menlook, il n'y a pas longtemps, et donc qui ont eu des raisons assez valables de fermer leur compte sur Welcome to the Jungle, parce que typiquement, ils recrutaient plus beaucoup à une époque. Donc d'ailleurs, ce qui nous fait toujours un peu bizarre, parce que c'est des boîtes qu'on a suivies, et en fait nous, je pense que la grande différence par rapport à un job board, c'est qu'on a une proximité avec les boîtes avec qui on travaille qui est assez forte. Nous, on les rencontre toujours au début, on revient chez elles pour faire un tournage, on rencontre les équipes. Donc voilà, la relation parfois elle est assez forte. Donc voilà, donc on a la chance d'avoir assez peu de churn. Pour aussi être assez honnête, c'est aussi parce que la boîte est jeune. Donc on a tout notre parc client en fait n'a pas encore été renouvelé. Nous, on fonctionne beaucoup par année. Donc ça explique aussi ça. Moi j'avais une question. Merci pour la présentation. J'avais une question un peu naïve du type, je suis étonnée de voir qu'il y a certains grands comptes comme LVMH, ou un jour j'ai vu Big Fernand sur le job board Welcome to the Jungle, et en fait ce sont des marques qui sont à la fois connues et aimées, et ça m'étonnait en fait qu'elles aient des problèmes de recrutement, et en fait c'était, qu'est-ce que vous entendiez par marque employeur, par Welcome to the Jungle? En fait, on a souvent cette question-là, d'ailleurs de marques, qui nous disent pourquoi on aurait besoin de vous. Le sujet, c'est on a des marques sur le site qui clairement sont extrêmement connues, notamment les marques B2C en fait. On utilise tous leurs produits potentiellement, et on aurait tous potentiellement envie de bosser chez elles si on apprécie ce qu'elles font. Le sujet, c'est que c'est pas parce que vous avez une marque attractive pour votre produit que vous allez attirer des gens ou des candidats qui répondent à vos besoins. Je vous donne un exemple très concret. Vuitton, c'est une marque qui est relativement connue. Ils reçoivent, pour connaître le chiffre, pas mal de CV par an. C'est pas quelques milliers, hein. C'est quelques dizaines de milliers minimum. Et en fait, le sujet, c'est est-ce que ces gens qui postulent correspondent au job et aux attentes de la marque? Et là, clairement, le sujet, c'est pas forcément le cas. Typiquement, il y a plein de gens qui postulent pour faire du marketing chez Vuitton. Il n'y a pas des milliers d'offres et de places en marketing chez Vuitton. Par contre, Vuitton, il recrute énormément de devs. Et quand vous êtes dev, j'en sais rien, mais a priori, votre premier réflexe de recherche d'emploi, c'est pas de vous dire « j'ai postulé chez Vuitton ». Votre premier réflexe, c'est de vous dire, je vais voir si Google et Facebook c'est possible, si je suis un peu franco-français et que la France c'est super, chez Criteo, Blablacar, Algolia, les marques tech un peu de référence. Et voilà. Et vous n'allez pas vous dire, je vais postuler en tant que dev chez Saint-Gobain ou chez Vuitton, etc. Qui d'ailleurs, en fait, potentiellement, sont des super boîtes dans lesquelles bosser pour ce métier-là. Donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment ça le sujet. Et ça peut l'être pour plein de marques. Typiquement, My Little Paris, qui est une marque qui est très connue et qui est très visible, ils recrutent aussi d'autres postes que du marketing ou que du chef de projet. Donc ils ont besoin aussi de se faire connaître pour l'excellence de ces métiers chez eux. Et donc je pense que notre sujet, et notamment par exemple pour certaines marques, c'est aussi de faire connaître une autre dimension que ce pourquoi ils sont connus. Typiquement, par exemple, Carrefour, ils ont une super équipe digitale. Quand vous pensez Carrefour, vous n'êtes pas tout de suite, c'est le digital. Non, normalement personne ne répond à ça. Donc, mais parce que c'est vrai en fait. Donc voilà. Donc nous on essaye aussi de promouvoir cette pluralité de métiers pour des marques qui sont pas forcément connues pour ça. Bonsoir. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que certaines entreprises
aller rediriger leur page job vers ton site, votre site. Et est-ce que vous avez déjà pensé à faire le trajet inverse et aller investir les pages job des sites internet de grands comptes ou de grandes entreprises pour gagner en notoriété et éventuellement améliorer le taux de conversion? Ouais, tout à fait. On le fait par deux choses. En fait, par notre outil de gestion dont on parlait, Welcome Kit, en fait, qui permet de générer automatiquement un site carrière. Alors, soit basique en fait en termes de design, et soit d'ailleurs maintenant on propose à certaines boîtes de le personnaliser complètement en fonction de l'identité visuelle du client. Donc ça c'était une première démarche. L'autre démarche qu'on fait aussi maintenant, c'est qu'en fait on a créé un widget de contenu que les boîtes peuvent embed sur leur site pour aussi présenter le contenu qu'on a fait sur Welcome et qui peut être présent chez nous. Parfois, ils n'ont pas envie de modifier leur page et donc ils ont juste à le mettre, c'est 3 bouts de code et comme ça c'est efficace et quand ils cliquent dessus, ça renvoie chez nous. Donc on a un peu ces deux stratégies-là pour propager un peu notre contenu partout, parce que quand on fait du contenu, de toute façon l'intérêt, hein, c'est pas forcément que les gens le voient chez vous, forcément c'est toujours bien, mais s'ils le voient autre part, c'est aussi de la valeur. Donc on a un peu ces deux stratégies, soit des sites gérés par nous, soit en fait le contenu propulsé par nous, mais sur un site qui est géré par la boîte. Et ça améliore grandement les retours ou les retours la conversion? Si vous avez des résultats, vous pouvez le calculer ou pas? Aujourd'hui, par exemple, le widget de contenu, c'est très récent, tout simplement parce qu'on l'a pas encore mis en ligne. Sur les sites carrières, je crois qu'aujourd'hui on a 200 sites carrières de boîtes qui sont gérés par notre produit. Donc là, on voit l'intérêt, puis même pour nous, c'est un intérêt statistique parce que du coup, on gère beaucoup plus de flux et puis on peut en tirer des analyses un peu plus poussées. Donc ça, c'est intéressant. Après, le fait quand les boîtes redirigent depuis leur site vers nous pour Welcome to the Jungle, là, l'intérêt, il est très important parce que ça fait beaucoup de backlinks de qualité. Donc pour le référencement du site, c'est assez pertinent. Voilà. Et ensuite après pour le contenu, ça dépend. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui, nous tous nos contenus vidéos sont sur YouTube. Et donc du coup il y a pas mal de boîtes aussi qui utilisent ces contenus pour les mettre sur leur site, ce qui est aussi un avantage assez important pour nous parce que comme ça après ils peuvent potentiellement aller sur la chaîne, consulter d'autres vidéos et connaître la plateforme. Merci. Bonjour et merci pour la presse. Je pense qu'il faut que je pose la question que tout le monde se pose à ce stade de la conférence. T'es plutôt slip ou plutôt caleçon? Écoute, je suis plutôt caleçon, si tu veux tout savoir. Même si le slip français, c'est un de nos premiers clients, donc j'aurais pu changer de bord. Excellent, merci. Je t'en prie. Je suis content que tu aies posé la question. Ça te travaillait? Merci. Du coup, on parlait tout à l'heure de contenu embeddé chez les sites des clients, on parlait de Google, on parlait de Facebook. Ils arrivent pas mal via la publicité. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez de proposer demain à vos clients de faire de la publicité pour revenir sur votre site et donc en fait trouver des candidats via ce biais-là? Oui, c'est quelque chose auquel on réfléchit, sur lequel on n'est pas encore mature, je pense, dans la réflexion. En fait, nous, ce qui est intéressant, c'est que, notamment par exemple pour des clients qui sont sur Welcome to the Jungle et dont on gère le site carrière, c'est qu'en fait, du coup, on gère une grosse partie de leur flux de candidats, et du coup, on pourrait tout à fait, par exemple, proposer une solution de retargeting en fonction de ça pour les amener là-dessus. Il y a pas mal de boîtes qui expérimentent ça. Il y a même des boîtes qui sont créées sur le retargeting pur RH. Moi, ce que je trouve être un sujet assez intéressant, parce que je pense que là, c'est une bonne manière vraiment de monitorer en fait le coût d'un CV, par exemple, d'un CV reçu. Donc ça, je pense que c'est un vrai sujet. Après, nous, on a toujours pris le parti de se dire qu'on fera jamais de pub sur Welcome to the Jungle, parce que c'est déjà suffisamment riche en contenu. Alors si c'est pour faire des bannières, en plus, moi, je déteste la pub. Je trouve ça chum à mourir. Et en plus, tu sais jamais le compte. Enfin, voilà. À moins en fait de gérer nous-mêmes ce canal-là, ce qui est possible. Mais pour nous, c'est pas très pertinent. Par contre, ce qui nous intéresse, là, on a fait le test récemment. On a regardé par exemple en se pluguant sur quelques DMP pour voir un peu ce qui se faisait. C'est vrai que par exemple, vous pouvez structurer une campagne de recrutement en fonction de quelques catégories socio-professionnelles. Parfois ça marche. Mais en fait, ce qui est très dur, c'est que moi je pense que l'emploi c'est extrêmement contre-intuitif comme secteur. C'est pas parce que vous recrutez
un bizdev à Paris, donc vous vous dites, bah, tiens, il faut qu'il ait fait telle école, que cette personne-là, ça va être la bonne personne. Et donc du coup, vous allez faire une campagne de targeting avec des gars qui ont, je sais pas, qui ont manifesté qu'ils ont fait une école de commerce en région parisienne, et voilà. Donc vous allez targeter ces gens-là. Et le truc, c'est que ça se trouve, vous allez avoir un ROI dégueulasse parce que ces gens, ils sont pas forcément intéressés par ce que vous faites, et qu'en fait, ça se trouve, c'est pas du tout les bonnes personnes pour le poste. Et donc nous, on voit pas mal de clients qui sont un peu avancés sur ça. Typiquement, il y a une boîte qui est super avancée sur ça, c'est Accenture. Et donc en fait, ce qu'ils nous disent aussi des campagnes qu'ils font, c'est que tout ça est très contre-intuitif et qu'en fait, tous les a priori qu'on peut avoir en tant que recruteur sont pas forcément les bons. Donc voilà. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Je pense que le retargeting, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc après, à voir concrètement dans les faits si c'est rentable et si ça apporte vraiment de la qualité. Je pense que c'est intéressant, par exemple, de retargeter un mec qui a passé du temps sur ton site carrière, qui est allé sur une offre, qui a passé par exemple plus de 45 secondes ou 1 minute sur l'offre, et qui du coup n'a pas postulé, parce que tu peux te dire que soit deux trucs, c'est que s'il a passé du temps, c'est qu'a priori ça l'intéressait, donc tu peux dire que soit c'était pas forcément le bon moment, parce que 75% des gens consultent des sites d'emploi au taf. Donc tu te dis qu'il a fait alt-tab parce que son boss arrivait, et donc potentiellement il a envie de postuler, mais peut-être qu'il va oublier ta boîte, donc ça vaut peut-être le coup de le retargeter ou autre. Donc à voir si ça c'est quelque chose de pertinent, moi je pense. Bonjour, je voulais savoir, vous avez mentionné vers le début que vous faisiez la plupart des embauches en interne au lieu d'utiliser des freelances. Et je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce que ça donnait, pourquoi vous n'avez pas choisi d'embaucher des freelances comme développeurs ou marketing ou tout ça. En fait, nous déjà, il y a des populations de gens différentes chez nous. La moitié de notre équipe, c'est de la prod de contenu. Et sur cette partie-là, en fait, c'est juste une question de volume à traiter. C'est que comme nous, on a 20-25 tournages par semaine, en fait, c'est tellement massif, et en fait, on a un tel souci d'homogénéité du contenu sur notre site. En fait, sur notre site, ce qui marche aussi, enfin, je pense, c'est que quand vous arrivez sur un profil d'une boîte, vous avez un contenu qui est fait d'une manière qui est la nôtre, et en fait, ça sera toujours la même manière pour toutes les boîtes. Enfin, j'espère. En tout cas, c'est ça l'objectif. Et donc, du coup, en fait, c'était impossible. On a testé un peu ça, mais de devoir gérer, par exemple, 25 tournages avec des freelances plus une équipe en interne, en fait, c'est pratiquement impossible à gérer parce que il y a des freelances qui peuvent, par exemple, nous dire, finalement, je peux pas. Et d'ailleurs, ce que je comprends très bien, hein, ce qui est pas un sujet. Mais en fait, nous, on a un planning qui est tellement chargé et qui d'ailleurs parfois peut fluctuer parce que la boîte est plus disponible, on doit changer de date. En fait, que c'est très complexe. Donc ça, c'était pas possible pour nous, ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Et le second truc, et d'ailleurs je pense que c'est un peu ça, nous, la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est qu'en fait, pour être honnête, ce qu'on fait, c'est pas très très cher. On n'est pas très cher, globalement, pour l'entreprise, par rapport à une agence qui va vous faire du contenu. Et ça, ce niveau de prix, on peut le garantir que avec une équipe en interne. Parce que quand vous prenez des free, en fait, notamment sur le contenu, ça vous coûte sensiblement plus cher qu'en interne. Parce que nous, les équipes, en fait, leur temps de travail, la productivité, elle est assez bien maintenue. Et parce qu'un free, vous allez le prendre sur un tournage et peut-être sur un autre. Et ce qui est normal, ça coûte plus cher parce que eux derrière, ils ont des coûts à répercuter ou autre. Donc voilà, nous c'est un peu notre sur le contenu, c'était indispensable, ne serait-ce que pour maintenir en fait le pricing qu'on a. Après sur d'autres sujets, nous on travaille avec deux free sur le dev. Parfois, quand on a des gros rushs et qu'il faut absorber, notamment sur l'inté, sur le front, sur le back, tout est en interne. Donc voilà. Mais c'est vrai que globalement, on utilise assez peu de freelance. Sur le contenu, beaucoup par contre, sur le contenu édito. On travaille avec 25 personnes en free. Alors peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à... Ah oui. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Bonsoir. Moi, je voulais savoir de manière générale, qu'est-ce que vous pensez des chatbots et est-ce que ça peut aider dans votre secteur? Alors, c'est une super question auquel j'ai absolument pas la réponse. En fait, théoriquement, c'est un peu une solution miracle.
parce que dans l'idéal et dans le meilleur des mondes, tu te dis, je me connecte, à la limite même j'envoie mon CV et le bot le parse et en tire des infos. Il te demande un peu ce que tu veux faire dans la vie, et là il te push des offres et des boîtes et c'est merveilleux quoi. Et à la limite même d'ailleurs tu peux lui parler pour lui dire ouais ça c'est pas top. Donc voilà. Alors la réalité c'est que ça marche pas du tout comme ça. Nous on pense que c'est un sujet. En fait nous on pense que c'est un sujet pour deux choses. Pour essayer peut-être d'atteindre un jour ce côté un peu mythique, en fait qui est en fait votre assistant RH virtuel quoi. Tu sais c'est un peu le super coach dont tu rêves, ou le super pote qui le vendredi soir à un dîner te dit putain j'ai rencontré une boîte, ça te correspond complètement, tu devrais postuler. Ça c'est vraiment le truc dont on rêve. En tout cas moi je rêvais pas mal à l'époque. Donc ça je pense que en tout cas moi concrètement, je pense qu'aujourd'hui, on est assez loin de ça. Après, nous, le chatbot, ça nous intéresse à une version un peu plus basique, qui est qu'en fait, nous, notre site il est quand même structuré comme un média. Donc, on publie des articles tous les jours, on push du contenu tous les jours. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment un chatbot, enfin un bot messenger principalement, consultable par les gens. Je sais pas si vous êtes abonné à des bots. Moi, par exemple, j'ai le bot TechCrunch tous les jours. C'est vrai que tous les jours, je le consulte. Parce qu'il arrive sur mon Messenger, je regarde et puis je regarde les 5 articles du jour et ça m'intéresse. Donc à voir si ça, par exemple, en version basique, ça peut être un moyen de meilleure conversion et de gain d'audience. Et ça peut être intéressant. Mais après, c'est vrai que le sujet, c'est comment t'as la version un peu avancée, quoi. Nous, on a regardé pas mal de trucs qui se font sur le marché et pour être honnête, on a toujours été super déçus de l'expérience. Parce que t'as toujours envie d'aller un peu plus loin, quoi. T'as envie de taper ta petite phrase et que le mec te répond. Donc quand il te répond, ça veut dire que t'as un humain derrière. Et donc là, je trouve qu'il y a un vrai sujet de scalabilité, quoi. Parce que toi, nous, par exemple, on a 200 000 personnes par mois sur la plateforme. Alors, s'il faut répondre aux gars, voilà, t'es foutu, quoi. Donc, tu dors plus. Donc, ça marche pas. Et donc voilà. Donc toi, pour l'instant, je trouve qu'on est un peu entre. Alors, moi que t'aies une solution, et là, du coup, je suis preneur. Oui, c'est sûr, j'en ai une. Ah, très bien. On va en parler alors. Ouais. On a le temps pour une dernière. Si c'est une solution pour le bot, je veux bien. Non, malheureusement, c'est super sympa. J'avais juste une question. Comment tu te vends auprès des annonceurs? Depuis le début de la soirée, on voit qu'en fait, tu vends juste une place, super intéressante pour recruter. Mais est-ce qu'au final, tu ne te verrais pas plutôt comme une sorte de média où tu rendrais sexy des entreprises, où tu raconterais une histoire de ces entreprises plutôt que juste recruter? Par exemple, on a vu qu'il y avait des grands comptes comme Coca-Cola, peut-être d'autres, j'ai pas trop regardé, L'Oréal ou Total, qui n'ont pas trop de mal à recruter, j'imagine. Est-ce que toi, tu vendrais pas aussi plutôt une histoire de rendre ces entreprises fun et auprès du grand public? Nous, déjà, on se définit comme un média sur l'emploi, hein. On a cette vocation-là, on développe de plus en plus de contenu. D'ailleurs, cette année, on va développer plus de contenu, plus médias. Typiquement, là, on lance une série de documentaires sur l'emploi avec différents axes. Donc ça sera pas du contenu, par exemple, qui sera lié à une boîte. C'est la première fois qu'on le fait, en fait, d'ailleurs. Toujours le contenu qu'on fait, c'est toujours lié à une boîte. Donc là, ça sera plus le cas. Ensuite, là-dessus, pour être concret, moi, mon job, c'est pas de rendre sexy ou fun une boîte qui l'est pas. Il y a des boîtes qui sont pas fun, quoi. C'est un fait, c'est juste comme ça. Et d'ailleurs, qui n'ont pas forcément envie de l'être. Et certaines sont sur le site. Moi, mon job, c'est plutôt de dire, en fait, d'essayer d'être le plus transparent possible. On fait un peu de marketing RH, hein, c'est clair. Mais essayer d'être le plus concret possible et de dire, cette boîte, elle est comme ça. Est-ce que ça te correspond? On n'a pas, d'ailleurs, tous les candidats n'ont pas forcément envie de bosser dans une boîte fun. Tous les candidats n'ont forcément envie de bosser dans une boîte jeune. Donc après, on a chacun nos désirs et nos envies. Et moi, par contre, je suis absolument contre, en fait, faire du window dressing, entre guillemets, et de dire, tiens, vas-y, ça c'est chambé, et t'arrives le lendemain, et c'est l'horreur, quoi. Parce que je pense que c'est pas sain. Et d'ailleurs, nous, la valeur qu'on essaye d'avoir sur le site, c'est de dire, Welcome to Jungle, c'est un peu comme une sorte de tiers de confiance. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que la boîte que tu vois en ligne et le profil qu'on fait, si demain tu vas en entretien dans la boîte, à 99% des cas, c'est la même chose.
Donc toi, on te vend pas un truc ou un truc super fun, voilà. Donc d'ailleurs, ce qu'il faut faire attention, parce que maintenant les boîtes elles sont un peu dans une surenchère de coolitude. Donc maintenant, n'importe où tu vas, t'as un baby-foot, t'as des couleurs vives et c'est cool. Mais finalement, quoi qu'on dise, une boîte c'est pas que ça, quoi. Toi, c'est quand même autre chose. Donc aussi, on essaye de faire attention à ça, pour pas être juste dans le côté cool et visuel et voilà. Et d'ailleurs c'est ce qu'on dit aux boîtes en fait. In fine aussi, quand tu vois l'intérêt des boîtes, moi je suis persuadé qu'une boîte il faut qu'elle soit qu'elle soit clivante dans le message RH qu'elle a, parce que son intérêt en fait c'est pas d'attirer tout le monde. Son intérêt c'est d'attirer vraiment les gens qui lui correspondent. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais au début du site, nous, on avait une baseline qui était vous n'irez plus à un entretien par hasard. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu une lettre d'avocat d'une grosse boîte pétrolière qui nous a dit les gars, c'est sympa, mais c'est pris. Mais l'idée, elle était un peu là. L'idée, elle était de dire quand vous êtes candidat, il n'y a rien de plus désagréable que d'aller postuler à une boîte. Vous avez un retour positif, donc vous allez à l'entretien, et au bout de 5 minutes, d'ailleurs même un peu moins, vous savez que c'est pas pour vous. Parce qu'en fait, vous êtes arrivé, vous avez vu l'environnement de travail, enfin, ça vous correspond pas du tout, vous avez vu les gens, enfin, tout de suite, vous vous sentez pas bien, quoi. Vous sentez un peu étriqué dans le truc, etc. Et côté recruteur, moi, par exemple, pour avoir fait beaucoup de recrutement, au bout de 2 minutes, potentiellement, vous savez que ça va pas le faire. Enfin, faut se le dire concrètement, hein. C'est le cas. Mais par contre, de toute façon, ça dure 3 quarts d'heure parce qu'il y a quand même un minimum de politesse à avoir. Mais donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas créer ça parce que c'est ni intéressant pour le candidat et c'est ni intéressant pour le recruteur, pour la boîte. Merci. Alban, peut-être le mot de la fin pour conclure. Le frigo est ouvert, non, je sais pas. Non, merci à vous tous d'être venus. C'était hyper inspirant comme témoignage. D'autant plus que l'emploi est aujourd'hui un enjeu sociétal pour tous. Et voilà, j'espère que ça vous a inspiré et que vous avez eu les réponses à vos questions. Merci Jérémy.